Bonsoir, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de l'attente. L'attente du psychanalyste quand il reçoit pour la première fois un nouveau patient, l'attente de ce patient et la façon dont il va formuler sa demande, et puis l'attente du psychanalyste tout au long de l'analyse du patient, et enfin la façon dont l'attente du patient se modifie tout au long de son analyse. Autrement dit, qu'est-ce que l'on attend? D'abord, d'abord, évacuons une tarte à la crème, une première idée reçue, mille fois ressassée, et par des candidats à l'analyse, et par nombre d'analystes, à savoir, une analyse ne fait pas changer. Elle permet juste de faire avec ce qui nous fait entrer en analyse. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation. Si l'analyse conduisait seulement l'analysant à trouver l'interrupteur permettant d'allumer la lumière et de voir ce qu'il ne voyait pas auparavant, ce serait là une conception bien réductrice de l'analyse. Ce serait seulement une initiation, c'est-à-dire selon la racine latine du mot, un début, une entrée dans la démarche. Moi, je crois sincèrement au changement, même si je reviendrai dans un instant sur ce mot. Car que serait une analyse si l'analyste était persuadé dès le départ que l'on ne peut rien changer, aussi bien dans notre monde intérieur que dans tout ce qui fait notre vie quotidienne? Trouver l'interrupteur qui nous permet d'allumer la lumière, c'est une étape dans l'analyse. Ensuite, il y a ce que l'on comprend de ce que l'on découvre dans la lumière. Et surtout, ce que l'on en fait. C'est-à-dire quel mouvement nous allons impulser pour modifier ce que nous pensons bon de modifier en nous et dans notre vie. Dans notre façon de penser, dans nos comportements, dans nos choix, dans nos décisions, dans nos orientations de vie. Parce que, parce que voyez-vous, on peut comprendre qu'un aveugle bute sur un obstacle et qu'il tombe et que sa chute entraîne un certain nombre de conséquences. Mais on ne peut pas pardonner la chute à un homme qui aurait recouvré la vue et qui verrait donc tous les obstacles qui se présentent devant lui. Le verbe pardonner est peut-être un peu fort, mais je veux dire par là que, aux yeux des autres, aussi bien qu'à nos yeux, ce que l'on porte après une analyse, c'est une responsabilité personnelle dans le fait de changer ou de ne pas changer. Donc oui, je crois au changement et cela fait partie du travail de l'analyste de veiller à ce que l'analysant avance dans cette direction et qu'il aille, si possible, jusqu'à la destination la plus avancée. Seulement, chez tout individu, et on peut même dire dans toute société, dans tout groupe humain, des forces obscures s'opposent au changement. Même si cela paraît étrange ou incompréhensible au candide, un patient peut parfaitement entrer en analyse parce qu'il souffre, parce que ça ne va pas, parce qu'il veut changer, et en même temps avancer que, ben, ma foi, il est comme ça. Hein. Un peu comme s'il avait été façonné dans une matière qui, une fois façonnée, ne saurait être modifiée d'aucune façon. Il y a donc, il y a donc d'un côté un désir de changement, parce que quelque chose fait souffrir la personne, et d'un autre côté, une résistance à ce changement. Parce que et là prenez-le au deuxième degré, hein, parce que sinon ça peut choquer, parce que la personne tient à son symptôme, elle tient à rester dans sa névrose. J'ai presque envie de dire que sa névrose, la personne la connaît, alors que changer implique d'aller vers quelque chose que l'on ne connaît pas, quelque chose de nouveau. La fonction de son symptôme, même si elle n'est pas connue de la personne, c'est un élément essentiel, mais quid de ma vie demain sans cette fonction? Eh bien, c'est là que le travail analytique
vient se déployer au service du changement. Et puisque j'utilise à nouveau ce mot de changement, eh bien il me semble important d'insister sur le fait que je vois dans le changement plutôt une impulsion, une première remise en mouvement dans un mécanisme auparavant caractérisé par son immobilité ou bien par sa circularité. Et bien dans cette immobilité, dans cette circularité délétère, l'analyse va créer une dynamique, elle va faire avancer l'analysant d'un premier pas. J'aime bien prendre cette image d'une boule de neige que l'on façonne dans ses mains et que l'on pose en équilibre juste au sommet d'une pente enneigée. Il suffit d'un rien, une rafale de vent un peu forte ou bien même une toute petite poussée du bout du doigt pour que la boule se mette à dévaler la pente. Et là, il se passe deux choses. D'abord, lors de chaque tour que la boule fait sur elle-même, elle s'enrobe de la neige dans laquelle elle roule. Et donc, naturellement, elle prend du volume. Et ensuite, en même temps qu'elle prend du volume, eh bien, nécessairement, elle prend de la vitesse. Eh bien, c'est pareil pour ce mouvement qu'impulse l'analyse chez l'analysant. Le travail analytique va dérouiller le mécanisme rouillé. Il va nous permettre de dépasser les résistances. Et ce ne sera jamais ou quasiment jamais un résultat radical. Vous savez, de ces résultats que notre société attend et promeut quand elle vante les thérapies brèves. C'est Racamier qui parle de ce travail obscur et patient de progressif effritement des résistances qu'au détour du chemin, une ultime intervention fait tomber, donnant à penser faussement à quelques naïfs qu'elle constitua tout l'ouvrage, alors qu'elle n'en fut que le dernier point. Donc, oui, une analyse induit des changements. Maintenant, de là à évoquer le mot ô combien fantasmatique de guérison, c'est une autre histoire. La psychanalyse, c'est pas de la médecine. J'ai déjà eu l'occasion de dire dans une autre causerie combien il ne faudrait surtout pas qu'elle se laisse embarquer dans cet univers-là. Parce que guérir signifie revenir à un état antérieur à la maladie, à la souffrance, aux symptômes. Bref, quitte à choquer, je dirais que guérir, c'est régresser. Or, ce qui caractérise la psychanalyse, c'est le gain de savoir qu'elle implique forcément. Au sortir d'une analyse, on ne peut pas redevenir comme on était avant. L'analyse, je l'ai dit il y a un instant, fait apparaître une responsabilité nouvelle quant à ce que nous pouvons et désirons être dorénavant. Elle nous confronte à l'obligation d'inventer quelque chose de nouveau à partir de ce que nous avons appris de nous et de notre histoire. Pour prendre un exemple banal, un déprimé ne peut pas redevenir celui qu'il était avant sa dépression, puisque c'est justement à cause de ce qu'il était avant qu'il a pu sombrer dans la dépression. Vous voyez, pour revenir aux idées reçues concernant l'analyse, et notamment ces idées répétées, rabâchées, devenues évidence et certitude, il y a aussi cette idée lacanienne selon laquelle la guérison viendrait de surcroît. Ce qui continue d'être répété aujourd'hui, c'est à mon sens une compréhension totalement erronée de cette affirmation de Lacan. Que tous les analysants ne changent pas, nous sommes d'accord. Ils ne vont pas tous jusqu'à dépasser les résistances qui s'imposent à eux. Ils ne vont pas tous jusqu'à cet endroit-là du voyage. Même du côté de l'analyste, la guérison n'est pas le cœur de cible, si je peux dire, l'objectif qu'il faudrait atteindre à tout prix. Certaines personnes changent un peu, d'autres profondément.
D'autres apprennent à faire avec ce qui les faisait souffrir. Pour autant, ce que l'on appelle guérison n'est pas non plus une option dont il faudrait cocher la case avant d'entrer en analyse. C'est important, hein, cette histoire de guérison ou de changement, parce que elle pollue le paysage, elle provoque des incompréhensions de part et d'autre. Pour faire simple, j'ai envie de dire que le névrosé grandit et avance en âge avec une certaine paire de lunettes, en vivant sur un certain point du paysage. Et qu'à l'issue du voyage, non seulement il a changé de point de vue, il a pris de la hauteur, mais par le fait même de changer de perspective, il chausse une autre paire de lunettes. Une paire de lunettes qui lui offre une vision différente de lui, de son histoire, de sa famille, du chemin qu'il a suivi depuis son enfance. C'est ça l'important en analyse, qu'un mouvement survienne qui nous fasse changer de position. Alors au diable, hein, les focalisations interminables sur l'éducation, au diable surtout la notion de traumatisme que l'on colle désormais à un événement dont on fait aussitôt l'origine de celui ou celle que l'on est devenu. L'important, c'est de vivre ces changements de représentation qui changent tout. Parce que, parce que quand on change la façon dont on voit le monde, forcément, on ne vit pas dans ce monde de la même façon qu'avant. C'est évident. Tout le, tout le travail qui se fait pour en arriver à ce point, c'est essentiellement du lâcher. Mais pas le lâcher prise à la mode, hein, dont on nous rebat les oreilles avec telle ou telle méthode miracle. Non, le lâcher prise qui survient lorsque l'on se rend compte que nous avons les clés de notre propre prison névrotique. Lorsque nous lâchons la bride à ce cheval fougueux qu'est la parole, et qu'alors, comme une conséquence évidente, on comprend que l'on dépense une énergie pas possible à tenter de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Vous voyez, je vais oser un parallèle un peu audacieux. Cette fameuse, cette fameuse attention flottante avec laquelle l'analyste écoute à la fois la parole du patient et aussi ce qui vient de l'intérieur de lui-même. Eh bien, cette attention flottante, c'est elle qui, à un certain moment, rend flottante également la parole et les perceptions de l'analysant. La liberté que je me donne en tant qu'analyste d'écouter l'analysant dans cet état de flottement, c'est de la liberté qui se transmet par une espèce de capillarité naturelle à l'analysant. Sans la découverte et l'appropriation de cette liberté, le sujet reste bloqué, bloqué dans cette illusion de maîtrise de soi et des autres. Et bien c'est cette illusion qui constitue l'obstacle majeur au changement, aussi bien dans l'analyse que dans la vie. Finalement, vous voyez, c'est assez simple, hein. Regardez tout autour de vous les animaux, les plantes, la nature, les saisons, les paysages. Quand vous avez compris que tout ce qui vit est en mouvement, alors vous comprenez que sans mouvement, on n'est pas dans la vie. Et que notre seule quête à travers une analyse, c'est de devenir la petite boule de neige qui, à un certain moment, se laisse aller à rouler sur la pente enneigée. À bientôt.